La Cour pénale internationale a reconnu coupable M. Al-Hassan Ag Abdulaziz Mohamed Ag Mahmoud de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Le procès s'est tenu ce mercredi 26 juin. Le baccalauréat et ses enjeux qui l'entourent, on y consacre la série de la semaine, un examen très important dans notre système scolaire qui donne accès aux études supérieures. Le commandement américain affirme que le nombre de terroristes en Afrique s'est multiplié par 10 en 2024. On en saura davantage sur ces statistiques en fin de journal. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue aux informations. Ce mercredi, après plusieurs reports, le verdict du procès Al-Hassan Ag Abdulaziz Mohamed Ag Mahmoud s'est finalement tenu. La Chambre de première instance X de la Cour pénale internationale l'a tenu coupable pour la majorité des charges, mais a été également acquitté de certaines. Assetoumani Koulibaly a pris part à la retransmission de l'audience depuis Bamako. Les crimes auraient été commis entre le 2 avril 2012 et le 29 janvier 2013 à Tombouctou. C'est après plusieurs années de souffrance et de demandes de réparation de la part des 2196 victimes que le verdict a été prononcé. À la majorité, la Cour a déclaré M. Al-Hassan Ag Abdulaziz Mohamed Ag Mahmoud coupable pour avoir lui-même commis certains crimes, ayant contribué à d'autres et pour avoir apporté son aide et son concours à la commission des crimes commis par d'autres. Al-Hassan a été déclaré coupable pour avoir contribué aux crimes perpétrés par d'autres membres d'Ansardine et ACMI concernant les crimes de guerre de mutilation, de traitement cruel et de prononcer des condamnations sans un jugement préalable rendu par un tribunal constitué et des crimes contre l'humanité, de persécution et d'autres actes inhumains. La responsabilité de Al-Hassan n'a pas été reconnue dans les charges concernant des crimes de guerre de viol et d'esclavage sexuel, des crimes contre l'humanité de viol, d'esclavage sexuel et d'autres actes inhumains prenant la forme de mariage forcé, ainsi que du crime de guerre, d'attaque contre les biens protégés, notamment la destruction de certains mausolées de Tombouctou. Le procès de M. Al-Hassan s'est ouvert en juillet 2020 où 52 témoins oraux ont été appelés par l'accusation à ce stade et 22 témoins de la défense ont comparu en salle. Le 8 février 2023, la Cour avait prononcé la clôture de présentation des preuves dans l'affaire. Bien que déclaré coupable, la peine n'est pas encore connue. Elle le sera sous peu, selon la CPI. Al-Hassan pourrait encourir une peine d'emprisonnement à laquelle peut s'ajouter une amende ou la confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime commis. Al-Hassan reste en détention jusqu'au prononcé de sa peine. Bamako accueille du 26 au 29 juin le 12e colloque international des études mandées, co-organisé par l'Association des études mandées et l'Institut des sciences humaines sous le thème « Vers une décolonisation des savoirs en Afrique de l'Ouest, histoire, acteurs et production ». Paul Yapinguesson. Ce colloque international permettra de favoriser des échanges académiques entre les enseignants-chercheurs et plus largement entre les intellectuels du Mali et d'ailleurs sur les questions complexes des sociétés. Ce colloque, placé sous le thème « Vers une décolonisation des savoirs en Afrique de l'Ouest, histoire, acteurs et production », représente une occasion unique de rassembler des chercheurs, des académiciens et des experts de divers horizons et pour discuter et échanger sur des sujets cruciaux concernant nos sociétés et cultures ouest-africaines. Plus de 60 ans après les indépendances, il est essentiel de revisiter et de revaloriser les savoirs endogènes pour une meilleure compréhension et valorisation de notre patrimoine commun. Aujourd'hui, la décolonisation a connu une forte renaissance en tant que projet politique dans de nombreux pays. Aussi, elle est particulièrement exacerbée par les processus de démocratisation fragiles et les crises sécuritaires en Afrique de l'Ouest. L'histoire de l'Afrique est marquée par plusieurs étapes controversées. Esclavage, colonisation, néocolonialisme, etc. La lutte pour la liberté et l'indépendance qui a débuté depuis plusieurs siècles est loin d'être terminée. Plus de 60 ans après la décolonisation politique et les indépendances, les États d'Afrique de l'Ouest ont toujours du mal à s'inscrire dans une perspective globale de reconsidération des paradigmes pour marquer la rupture. D'où l'un des objectifs spécifiques de ce colloque international des écrits demandés
est de créer les conditions pour l'éclosion et le développement d'une masse critique de compétences et d'institutions scientifiques de recherche, de développement, d'innovation, ainsi que pour la vulgarisation et le développement de la culture scientifique. Il s'agit d'un thème important, car il nous aiderait à élargir collectivement nos connaissances en accédant à des différentes perspectives et à créer une base analytique plus large et plus profonde pour la prise de décision, qui, à son tour, pourrait nous aider à trouver des solutions nouvelles et innovantes aux défis sociétaux auxquels nous sommes confrontés. Le colloque a enregistré un total de 132 propositions de communication individuelle, 6 propositions de panel et 7 propositions de table ronde, ce qui fait un total de 163 soumissions. Ces propositions couvraient une large gamme de sujets et de perspectives, illustrant la diversité et la richesse des recherches sur les sociétés mandingues. Démarré depuis lundi 24 juin dernier, qui s'achève demain jeudi, le baccalauréat est l'un des examens majeurs de notre système éducatif. Il sanctionne les études au lycée et donne accès aux études supérieures. Dans une série que nous y consacrons cette semaine, le premier épisode parle des défis qui l'entourent. C'est un reportage de Soumaïla Fani. L'examen du baccalauréat, tout comme ceux du DF et du BT, se déroule traditionnellement en fin de l'année scolaire après plus de 8 mois de cours. Spécifiquement, l'examen du bac s'étale actuellement sur 4 jours de preuves écrites, quelle que soit la série du candidat. C'est qu'il y a 6 matières pour les candidats au bac. Et les 6 matières, il y a ce qu'on appelle les matières principales, les 6 matières-là, et les matières secondaires. L'organisation du planning pour le déroulement est faite de manière que, quand vous prenez par exemple anglais, tout le monde fait anglais. Mais la série TLL, par exemple, c'est une matière principale. Donc, les autres séries, comme la TSECO, TSE, on va faire en sorte qu'ils puissent composer, les autres séries puissent composer les mêmes jours en anglais. Ceci est valable aussi pour la mathématique. Tout le monde fait mathématiques. Ceux qui ont mathématiques comme matière principale, ils composeront dans le plein temps et les autres, on les mettra en épreuve commune, ils composeront ensemble. Sanctionnant les études au lycée et donnant accès aux études universitaires et supérieures, le baccalauréat représente annuellement un défi organisationnel pour les autorités scolaires, soucieuses de son bon déroulement pour éviter les cas de fraude, de fuite de sujets et de faux sujets. La pression pour les administrateurs scolaires que nous sommes, c'est que on sait que depuis certaines années, il y a des individus malveillants qui s'adonnent au sabotage des sujets, des examens, je vais dire, en mettant sur les réseaux de faux sujets, souvent même des vrais ou de faux sujets sur les réseaux, et ça distrait et limite les capacités de nos candidats. Et donc, nous aussi, nous sommes à pied d'œuvre, n'est-ce pas, pour contrecarrer ces individus malveillants dans leurs manœuvres, tout comme eux aussi, ils travaillent à déjouer tout ce que nous mettons en place comme installation pour les contrecarrer. Ainsi, l'accession à l'enseignement supérieur, considérée comme un prestige pour les élèves, demeure leur premier grand défi, surtout après au moins 12 années d'études primaires et secondaires. Par la grâce de Dieu, je serai admis cette année, parce que je vais rendre heureux mes parents aussi et je vais continuer les études aux universités. Pour moi, plus spécialement, c'est pour mon père, parce qu'il a beaucoup fait pour mes études. Tout ce qu'il veut, c'est notre bonheur, donc je ferai tout pour qu'il soit fier de moi. Et que mes sœurs, parce que je suis la première fille, et que mes sœurs me suivent comme exemple. Puisque son obtention par un élève est symbole de fierté non seulement pour son établissement, mais aussi et surtout pour ses parents, M. Dolo, parent d'élève, avoue qu'il serait sans voix en cas de réussite de son enfant. En tant que parent d'élève, ma fierté est qu'un parent d'élève a toujours besoin de la réussite de son enfant. C'est l'avenir de parents d'élèves et l'enfant. Pour le peuple et pour les parents d'élèves, en même temps pour la société. Si ton enfant passe à un examen, c'est la joie totale. Et je lui ferai un cadeau exceptionnel. Et
je lui souhaite bonne chance à lui d'abord et à tous les candidats. Toutefois, comme l'estiment certains, avoir son bac aujourd'hui est comme un rituel, car il est synonyme de passage dans le monde adulte. Avocats sans frontières Canada et d'autres organisations expriment leurs vives préoccupations sur la situation des victimes et survivantes des violences sexuelles en temps de conflit. Ils interpellent l'État, à travers le pôle judiciaire spécialisé, à diligenter les poursuites et les enquêtes contre les auteurs présumés de ces crimes odieux. Djeneba Samaki. À l'occasion de la Journée internationale de l'élimination des violences sexuelles en temps de conflit, Avocats sans frontières Canada et la société civile ont interpellé le gouvernement sur la situation des victimes et survivantes des crimes sexuels perpétrés en 2012 dans le nord du Mali. C'était lors d'une conférence de presse animée avec Wildaf Mali et le collectif Crit-Care ce lundi à Bamako. Les trois organisations ont vivement appelé le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme à saisir le pôle judiciaire spécialisé afin que les procureurs s'engagent activement à prendre des mesures urgentes et idoines pour résoudre ces situations tant inquiétantes pour les victimes et survivantes. Les trois organisations estiment que depuis 2014, les survivants attendent une réponse judiciaire et se questionnent sur ce qui peut être réalisé en termes de réparation administrative. Pour ces acteurs de la question des violences sexuelles, l'absence de répression à l'encontre de ces violations envoie un signal contradictoire dans la lutte contre l'impunité de ce type de violations des droits humains au Mali et en Afrique. Les violences sexuelles liées au conflit constituent une violation grave du droit international des droits humains, du droit international humanitaire et du droit international pénal. Elles s'inscrivent en contradiction avec les instruments juridiques internationaux ratifiés par le Mali. D'où la nécessité de plaider pour un renforcement des cadres juridiques et institutionnels, seul gage pour garantir la traduction des auteurs des violences sexuelles liées au conflit en justice. Au terme de son mandat, la Commission Vérité, Justice et Réconciliation a enregistré 3 900 cas de victimes des violences sexuelles liées au conflit au nord et au centre, selon la présidente de la Commission nationale des crimes du Nord, Mme Fatoumata Touré. Précédemment, sur la route de l'aéroport, le bâtiment administratif de la Société malienne de transmission et de diffusion va désormais siéger sur la route des Kati au niveau du centre émetteur. Hier, mardi 25 juin, le dit bâtiment flambant neuf a été inauguré par le ministre de la Communication en présence de ses homologues du Burkina Faso et du Niger, Soumaïla Fani. C'est sur les hauteurs de Kati, dans l'emprise d'un site historique, à savoir le centre émetteur, qui va abriter désormais le bâtiment administratif de la Société malienne de transmission et de diffusion SMTD. Une architecture moderne inaugurée hier mardi 25 juin 2024. L'inauguration du bâtiment administratif du compte de la BMS SMTD SA est l'illustration de ce projet, bien qu'évité à d'énormes embauches administratives et aux autres aléas divers, poursuit son processus d'exécution à pas mesuré. Nous sommes témoins de ces grands moments et le bâtiment qui se dresse devant nous est une preuve éloquente des progrès enregistrés dans la mise en œuvre de cet important projet structurant et novateur. La réalisation du projet TNT, faut-il le rappeler, fait partie intégrante des activités prioritaires du gouvernement de la transition. Il s'inscrit dans la dynamique de la République du Mali de respecter ses engagements dans le cadre de la transition de la télévision analogique vers la télévision numérique terrestre, conformément à l'accord GE06 de l'Union internationale des télécommunications convenu par les États membres en 2006 à Genève. Pour le directeur de la SMTD, sa structure et son personnel sont heureux de terminer un tel édifice moderne et qui correspond aux ambitions du Mali pour la TNT. Ce bâtiment devrait nous pousser au-delà de nos limites pour continuer le déploiement du réseau de la télévision numérique terrestre au Mali. Permettez-moi de saisir cette opportunité pour faire un point non exhaustif du processus de déploiement de la TNT au Mali. Le démarrage des travaux a accusé du retard à cause des crises multiformes intervenues dans notre pays ces dernières années. Malgré cela, l'exécution des travaux du marché a pu débuter sur les sites de Bamako avant de connaître des périodes interruptives dues à la pandémie de Covid-19. En dépit de toutes ces difficultés, au titre de l'état d'avancement des travaux du projet TNT, on retient l'installation de 18 pylônes, dont 2 de 150 mètres,
15 de 100 mètres et un de 80 mètres érigés pour combler le déficit de hauteur des antennes dans certaines localités. Il ajoute qu'en attendant le lancement officiel de la TNT, les sites de Bamako sont en service et les images sont accessibles aux populations de Bamako et environ sur le canal 22, correspondant à la fréquence 482 MHz. Le ministre des Mines a annoncé ce mardi 25 juin à travers un communiqué la suspension des activités d'orpaillage sur toute l'étendue du territoire national de la période allant du 15 juin au 30 septembre 2024. Le ministre a exhorté les autorités administratives et coutumières ainsi que les exploitants des localités concernées à conjuguer leurs efforts pour le respect strict de cette décision pendant la période indiquée. Cette mesure est prise par le gouvernement pour préserver la vie des orpailleurs face au risque d'écroulement des sites miniers en cette saison pluvieuse, un phénomène qui tue des dizaines de personnes par an sur les sites artisanaux, notamment les secteurs de Kéniéba, Kouré-Malé et Kangaba surtout. Je vous l'annonçais au sommaire, en 15 ans, le nombre de terroristes en Afrique s'est multiplié par 10. C'est l'affirmation du commandement américain pour l'Afrique. Le continent est donc considéré comme nouvel épicentre du terrorisme. Aminata Keïta. Le chef du commandement américain pour l'Afrique, AFRICOM, le général Michael Langley, a affirmé que le nombre de terroristes a considérablement augmenté ces dernières années en Afrique, passant de 4% en 2008 à 40% en 2024. Dans une interview à la chaîne Fox News, le commandant a affirmé, je cite, « Nous suivons ce danger depuis plusieurs années. Voici les statistiques. En 2008, seuls 4% de tous les terroristes se trouvaient en Afrique. Aujourd'hui, ce chiffre est passé à 40%. » Fin de citation. De nombreux pays sont confrontés au terrorisme et selon des experts, la région du Sahel est considérée comme le nouvel épicentre mondial du groupe État islamique. Cette affirmation s'explique par les nombreuses attaques dont les pays sont victimes, principalement le Sahel, dans la zone dite des 3 frontières entre le Mali, le Burkina et le Niger. Pour AFRICOM, les organisations extrémistes violentes constituent la plus grande menace pour la stabilité de l'Afrique. AFRICOM a été créé en 2006 sur initiative du président américain George Bush. L'objectif visé était de regrouper toutes les activités militaires des États-Unis en Afrique sous un commandement unifié. La mission principale du commandement des États-Unis pour l'Afrique est d'aider les nations africaines et les organisations régionales à mettre en place des armées compétentes et professionnelles qui respectent les droits de l'homme, adhèrent à l'état de droit et contribuent plus efficacement à la stabilité du continent. Au cours des 10 premières années de son existence, le commandement a mené des opérations d'urgence en Afrique pour protéger les civils et vaincre les menaces terroristes en Libye, soutenir les opérations de l'Union africaine en Somalie, en Afrique centrale et dans le bassin du lac Tchad et a aidé à répondre à l'épidémie d'Ebola en 2014. Voilà qui met un terme à ce 1945. Grand merci à vous pour votre constante fidélité. Bonsoir à tous et à demain.